Salut à vous, la Team Digital Marketing, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo interview. Avec qui? Avec Ronan Chardonneau, spécialiste de l'analytics en général. Et en particulier, comme vous avez pu le voir, on a Matomo. Voilà, on va parler de Matomo, donc l'outil d'analyse de trafic. En interview avec vraiment Monsieur Matomo France, voire Europe. Vous allez voir un peu ce qu'il va nous annoncer en même temps en exclusivité. J'ai une exclusivité dans la vidéo, donc profitez-en. La vidéo est en deux parties. Cette première partie va être essentiellement sur la jeunesse de Matomo, qu'est-ce que Matomo, comment ça marche. Et la deuxième sur plutôt le côté vraiment pratique de Matomo et la différence qu'on peut avoir des fois avec aussi Google Analytics. Voilà, allez, je vous dis tout de suite après, avec Ronan, après l'intro. Bonjour Ronan, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Matomo. Tu es quelqu'un, Ronan, qui est pour moi quelqu'un qui est un expert sur Matomo, évidemment, et sur l'analytics en général. Donc, présente-toi, qui es-tu, d'où viens-tu? Ouais, ça marche. Voilà. Bonjour Frédéric, merci pour cette invitation. Pour me présenter succinctement, voilà, je m'appelle Ronan, je suis avant tout formateur indépendant et consultant sur Matomo Analytics, qui est une solution d'analyse d'audience. Alors bon, c'est peut-être pour les personnes qui vont nous écouter, ça a peut-être pas trop de sens de ce que c'est que Matomo, mais Matomo se définit comme étant l'alternative à Google Analytics pour la partie justement logiciel libre et qui respecte la vie privée des utilisateurs. Donc voyez-le plus comme une personne qui travaille sur un logiciel concurrent à celui de Google Analytics. À côté de ça, je suis également enseignant-chercheur dans ce qu'on appelle maître de conférences associé à l'IAE d'Angers. Donc voilà, depuis maintenant près de 10 ans, en fait, je forme des profils en marketing digital, des généralistes. Voilà. Et puis à côté de ça, je suis aussi impliqué dans pas mal d'autres petits projets. Bon, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais voilà, principalement. On a fait tu es le créateur aussi, enfin entre guillemets, de MeasureCamp, enfin de la mise en place des MeasureCamp à Nantes, donc qui est nos conférences sur le Digital Analytics. Ouais. On a fait ça ensemble. Il y avait aussi les Measure Bowling qui avait été fait. C'est vrai qu'il y a eu les MeasureCamp de Nantes, il y a eu les Measure Bowling de Nantes, il y a eu aussi avant de ça les SEO Camp Day que j'organisais du coup. Exactement, parce que à la base, tu es un SEO à la base, en fait. Tu viens un peu de ce monde-là, hein, à la base. Ouais, c'est vrai que le premier emploi que j'ai eu était, je crois que c'était Account Manager, quelque chose comme ça, mais en effet, ouais, c'était principalement par la porte du SEO que je l'ai obtenu. Ensuite, j'ai été directement dans une agence web pour travailler sur le marketing digital en général. Et puis, en fait, l'agence web que j'avais intégrée faisait partie d'un cluster d'entreprises où, on va dire, principalement, une des missions de ces entreprises-là devait être de faire la promotion des logiciels libres et open source. D'accord. Donc à partir de là, moi qui avais déjà été sensibilisé à l'univers du libre et de l'open source, c'est vrai que ça a commencé à faire sens. J'ai commencé à m'intéresser, donc moi à l'époque ça s'appelait Piwik, qui est devenu maintenant Matomo. Donc voilà, dès 2010 en fait j'ai eu mon premier client et puis ça a démarré comme ça pour au final, au fur et à mesure, en 2015, décider vraiment d'avoir ma propre structure spécialisée sur, je fais que du Piwik, enfin à l'époque ça s'appelait Piwik, je fais que du Piwik et voir si on peut en France vivre d'une activité qui ne fait exclusivement que du Piwik. Et là actuellement, c'est un petit peu une exclue, mais en gros, je travaille sur la mise en place du premier Matomo Camp. Donc vraiment, premier événement mondial. Ah bah merci, merci d'exclus alors, c'est sympa. Alors là, je suis super exclu, merci pour la chaîne. Matomo Camp, alors ça c'est une bonne nouvelle. Pas grand chose, hein. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est si on va sur matomocamp.org, on voit que le nom de domaine est réservé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, mais c'est vrai que c'est un gros challenge, puisque du coup, faut imaginer que donc Matomo, c'est une communauté qui ne vit pas qu'en France, en fait, vraiment au niveau mondial, principalement plutôt, on va dire, avec un bon noyau franco-allemand. Donc, faut arriver justement à faire en sorte que les Français, d'une certaine manière, arrivent à discuter avec
quand je dis allemand, c'est Allemagne, Autriche, mais également derrière tout ce qui est pays qui est bien orienté niveau privacy. Donc ça va être tout ce qui va être Pays-Bas. D'accord. Voilà, donc il faut arriver aussi à travailler en fait avec tous ces acteurs-là, donc des personnes qui ne se voient pas physiquement, Oui. où on parle en langue commune en anglais pour derrière, excusez-moi du bruit de fond. Et voilà, donc vraiment ouais, un gros projet sur lequel Super. on est depuis Super. pas mal de temps, et puis surtout ce qu'il faut prendre en considération, qu'on n'a pas vraiment sur des major camps, qu'on n'a pas sur des SO camps, même si on a des lignes de conduite qui sont dictées par des manifestes, on va dire par les créateurs en fait des associations. Là, dans l'univers du logiciel libre, tu as vraiment en plus une contrainte technologique qui est de ouais, ok, on peut faire un événement, mais derrière, si on n'utilise pas les bonnes technologies, on va pas porter les bonnes valeurs. Et donc là, arriver à faire un événement mondial, virtuel, avec des technos qui sont non GAFAM, qui, on va dire, possèdent toute la puissance de calcul, ça, Wow. c'est un beau challenge. Ça, c'est un beau challenge, effectivement. Bon, bah, merci pour l'esprit. Puis alors, effectivement, à suivre le Matomo Camp, à suivre vraiment. Alors, tiens, je rebondis sur une petite question que souvent se posent les gens, peut-être. Est-ce que Piwik Matomo, aujourd'hui, c'est, on va dire, au niveau du cœur, au niveau du code, c'est la même chose? Il y a vraiment une différence? Il y a vraiment une scission depuis le rachat entre Piwik et Matomo? Ouais, en fait, c'est pas du rachat. Ça, c'est super important de le dire, et je vais en profiter justement pour Alors faire peut-être ce que premier ce partage. détail est important à bien faire comprendre aux personnes. Voilà, c'est ça qui peut être intéressant. Ouais, bah on y va. Donc on va faire un differences between Matomo and. Alors moi, ce que j'avais compris, en tout cas, c'est que ça avait été racheté par des Autrichiens ou Polonais, je sais plus très bien, et que au final, le créateur de Piwik a créé donc Matomo. Mais est-ce qu'il y a alors je sais qu'aujourd'hui Piwik est payant, Matomo est gratuit. Je reviendrai tiens sur ce sujet aussi tout à l'heure de est-ce que c'est totalement gratuit et voilà. Est-ce que c'est quoi vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment une différence si j'achète Piwik ou si je prends Matomo? Est-ce que c'est pas le même cœur? Est-ce que c'est le même cœur? Voilà. Ouais, pas de souci. Alors là, ce que je vous invite surtout, c'est à regarder la FAQ, puisque tout est directement sur le site de matomo.org. Donc, Matomo, qu'est-ce que c'est? C'est un nom, c'est une marque qui est déposée du coup par Mathieu Aubry. Mathieu, c'est ici, voilà. C'est déposé Mathieu Aubry. par Mathieu Aubry. Donc, qui est lui le créateur historique d'un logiciel qui s'appelle PHP MyVisit, qui ensuite a été renommé en Piwik, qui ensuite a été renommé en Matomo. Ah, c'est PHP et MyVisit alors, d'accord, au départ. D'accord. PHP MyVisit. Ok, d'accord, que j'ai connu, effectivement. Donc Mathieu, lui, il est propriétaire de la marque Piwik. Il est français? C'est un français? Il est franco-néo-zélandais. En fait, à la base, c'est un français. D'accord. Ok, très bien. Voilà, un français, donc il est là. Il est toujours le propriétaire en fait de la marque Piwik. D'accord? Ah, d'accord. Il possède à la fois la marque Piwik et à la fois la marque Matomo, même si là, je dois te dire que c'est pas clairement explicité. Donc il faudra regarder en fait si c'est son nom qui est mis comme étant propriétaire de la marque Matomo, ou est-ce qu'au contraire c'est Innocraft, donc Innocraft qui est l'entreprise privée qui est le principal contributeur au logiciel Matomo. D'accord. Dans l'univers du libre, on parle de contributeurs lorsque des personnes en fait s'impliquent dans le développement d'une fonctionnalité ou d'un logiciel. D'accord. Concernant du coup, j'ai appelé ça moi une confusion. Il y a donc un logiciel qui à la base s'appelait PHP MyVisit, ensuite qui grossit, et du coup pour des questions marketing, on le voit rien que dans le nom PHP MyVisit. Le nom PHP MyVisit, c'est un nom qui est purement français. PHP MyVisit, pardon pour les fautes d'orthographe. Ouais, mais ça, on va retrouver, ouais, ok. Mais on le voit clairement que c'est pas un visit à l'anglaise. À l'anglaise, oui, c'est un visit à la française, oui, effectivement. À la française. Donc, de toute façon, à partir de là, PHP MyVisit, quand il a commencé à grossir, il a fallu dire, OK, pour que ce soit sérieux, qu'on puisse commencer à le packager, le mettre au sein des entreprises, on va lui donner un autre nom qui s'appelle, du coup, Piwik. D'accord. Piwik. À partir de là, Piwik a commencé à à susciter de l'intérêt, on va dire. Il est arrivé à un moment donné une entité donc, qui s'appelle Piwik Pro, qui a d'ailleurs dit, OK, Mathieu, là, ton logiciel, il est bien, faisons une boîte ensemble et on va vendre du service à destination des professionnels en mode
premium, c'est-à-dire vraiment plutôt on package le truc. Alors, faut imaginer que Piwik, on est quand même sur un logiciel qui est développé par principalement par ce que moi j'appelle des purs libristes, c'est-à-dire des personnes qui ont plaisir à travailler ensemble, généralement bénévolement, mais qui sont très pointus dans certains domaines et qui aiment, qui ont juste le plaisir de partager, de s'échanger du code et travailler sur des projets communautaires. Ok. Pour lui, l'esprit, c'était complètement différent. C'est vraiment, on est à destination du business, on est là pour faire du business et on veut faire de l'argent. On va simplifier, c'est ça. Avec eux, un gros focus, ils sont très bons là-dessus. Piwik Pro, je vais appeler ça, moi, sur le packaging. Donc, on va dire vraiment la notion de paquet cadeau, en faire quelque chose qui soit joli. Et c'est exactement ce qu'ils font. Donc, ils ont un site qui est exceptionnel. On le voit, exceptionnel au sens marketing du terme. Oui. Directement, il y a des belles couleurs, il y a des belles marques, on a bien. Et là, on est. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, Piwik Pro, ils se sont dit, OK, c'est cool, mais en fait, maintenant, ce qu'on aimerait, en fait, c'est faire de l'argent. Et du coup, on va tuer le logiciel Piwik. On va arrêter, du coup. Enfin, Mathieu, on me demande, du coup, d'arrêter le projet Piwik. Et on va développer, d'ailleurs, la branche Piwik Pro. Et on va se faire de l'argent puisque le logiciel libre, l'open source, ne rapporte rien d'une certaine manière. Oui, évidemment. Et du coup, à partir de là, Mathieu a dit, mais non, mais moi, c'est contraire à ma philosophie, parce qu'il faut imaginer quand même que Mathieu, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé qui a évolué dans cet univers du libre et qui évolue du coup toujours dans l'univers du libre. Donc, il y a quand même cette notion de l'humain à laquelle il est très attaché, donc bien commun, etc., notion de justice. Et après, la notion de justice, naturellement, chacun la définit à sa façon, mais qui est vraiment plus, on doit vivre dans un monde équitable avec des biens communs, et un logiciel se doit d'être ouvert et qu'on doit répartir les richesses. Bien sûr. Et à partir de là, il a dit, non, puisque c'est comme ça, moi, c'était pas du tout dans cet esprit-là que je voyais une entreprise, donc je me barre, je revends mes parts, et puis moi, je vais aller monter ma propre boîte à côté. Donc là, naissent du coup une entreprise qui s'appelle InnoCraft, qui est aujourd'hui le principal mainteneur, on va dire, du projet Matomo. Et étant donné que du coup, là, on avait deux marques qui cohabitaient, donc Piwik Pro d'un côté et Piwik, il s'est passé à peu près une période durant 2-3 ans dans lequel on avait donc Mathieu et son nouvelle entreprise qui vendaient des services qui étaient basés sur Piwik et l'entreprise Piwik Pro qui, elle, commercialisait ses propres produits. Et en fait, toute nouvelle contribution au logiciel Piwik, d'une certaine façon, de par le nom de l'entreprise Piwik Pro, il y avait systématiquement cette confusion pour les utilisateurs. Et on avait en fait des clients qui voulaient ça et qui au final achetaient chez eux, alors qu'ils auraient dû prendre le service professionnel chez eux. Alors quand je dis service professionnel, c'est plus j'ai installé Piwik, moi, sur mon propre serveur, je galère, j'ai besoin d'aide. C'est ça. Eux viennent t'aider sur la base du logiciel qui est gratuit. Eux vont pas te dire, non, mais non, ils vont te dire, mais non, mais tu me vires ça, là, tu prends la solution qui est payante chez nous et au revoir la partie logiciel libre. Donc voilà, la grosse différence est fait qu'en fait, à terme, ils se sont dit, mais non, mais c'est plus viable de garder le nom de Piwik parce qu'au final, eux, ils récupèrent d'une certaine façon de la notoriété dessus alors qu'ils ne contribuent plus. C'est bien sûr. Ici, independent from. C'est pas Piwik Pro is not contributing anything. Le anything ici, il est très fort. D'accord, c'est vraiment, ça veut dire rien du tout. Ok. Donc aujourd'hui, et même hier, on va dire, en 2019 ou 2018, dès lors qu'il y a des choses qui sont faites sur Matomo, ce n'est pas mis sur Piwik Pro. On est bien d'accord. Là, je dirais que Piwik Pro, eux, c'est leur business. Ça, s'ils veulent le faire, ils le font. Dans le sens où il n'y a rien qui interdit dans la licence d'utilisation de Piwik ou de Matomo de pouvoir d'ailleurs faire exactement ce qu'on fait Piwik Pro. Ça, c'est ce qu'on voit. Si tu vas sur GitHub, donc GitHub, c'est la plateforme qui a été choisie par l'équipe pour justement héberger le code source. Tu as ici la licence GPLv3, donc qui est celle qui gouverne le cœur de Matomo. Et ici, il est clairement expliqué quelles sont les permissions qui sont données au logiciel. En gros, GPLv3, c'est une des licences les plus ouvertes qui puissent exister. D'accord. C'est-à-dire que si jamais toi, tu fais une amélioration au code source, tu es libre ou non de la rediffuser d'ailleurs par la suite. D'accord. C'est-à-dire que moi, Frédéric, j'ai bossé sur le logiciel, je l'ai amélioré, j'ai créé un super plugin.
tu es libre de le mettre dedans, ou tu es libre d'ailleurs d'en faire un package perso et de vendre. Avec un autre nom même, à la rigueur. Avec un autre nom. Mais en citant que ça vient de Matomo au départ. Ouais, là tu vas avoir l'obligation de le faire dans les conditions. Là, voilà, c'est ça. J'aurai l'obligation de le faire, mais on va dire par là, je pourrais très bien mettre un autre nom et revendre le produit, quoi. Grosso modo. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est deux univers pour moi qui vont analyser quand même le trafic des sites internet, mais qui n'ont pas les mêmes ressources, on va dire, en termes de code, parce que il y a vraiment aujourd'hui une scission. Il y a une scission. Et ça, je pense qu'il faut être clair là-dessus, parce que c'est peut-être pas encore clair pour tout le monde, qu'il y a entre guillemets une scission entre Matomo et puis Wikipro, et ces deux entités aujourd'hui qui tournent, on va dire, enfin, si je me trompe, hein, on va dire de façon séparée, clairement. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai un de mes clients du coup qui est sur Piwikpro. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'au début, quand j'avais le client, donc ça devait être, j'ai dû démarrer avec eux l'année dernière, donc on était en 2020. Alors je me demande même si les prémices en gros datent pas de 2019. 2019, j'avais encore sur l'interface de Piwikpro la possibilité de cliquer et en gros il disait accède à l'ancienne version de Piwikpro. Et là, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait vraiment le vieux Matomo ou le vieux Piwik. D'accord. Là, depuis quelques mois, ils ont enlevé le lien et on a vraiment plus accès à cette vieille interface. Donc là, la grande question, c'est est-ce qu'ils ont tout recodé eux derrière? Bonne question. Ou au contraire, ils gardent toujours le code. Je pense qu'à mon avis, il n'y a plus grand-chose à voir entre les deux. Ou alors, c'est que c'est vraiment un super travail que Piwikpro a fait au niveau de l'optimisation du temps de chargement et également au niveau du paquet cadeau, puisqu'ils sont très forts là-dessus, au niveau de l'interface graphique. Aujourd'hui, quand tu regardes du Piwikpro, je ne sais pas si on peut le voir sur un Google Images. Ouais, non, mais... Et, on a vraiment l'impression d'avoir plus un clone de Google Analytics que de Matomo. Il faut vraiment imaginer que là-dessus, voilà, attends, je vais prendre ça. Ah oui, d'accord, effectivement, ça se rapproche beaucoup de Google Analytics. Effectivement. Là, je veux dire, les palettes de couleurs sont les mêmes. Ouais. Alors ce bleu en plus, moi sur Google Analytics m'énerve parce que quelqu'un qui est daltonien ou qui voit pas bien les contrastes, du bleu, c'est pas évident, hein, entre nous. Hein. Enfin moi, en tout cas, je dirais que pour moi, ils ont fait vraiment, c'est vraiment leur expertise. Pour moi, sur la partie marketing, ils sont très très forts. Okay. Donc c'est très joli, mais en fait. Aujourd'hui, Piwikpro, il faut imaginer que comparé à un Internet ou Google Analytics, c'est un petit peu spécial, parce que tu as quand même une régie publicitaire qui est adossée derrière. Mais pour moi, il y a peu vraiment de différence. En fait, pour moi, ce qui vraiment fait la force de Matomo, c'est le fait que c'est un logiciel libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la manière dont le code est fait. Tout le monde le voit et tout le monde peut contribuer. Autre question qui me... Tout de suite, on va parler, évidemment, tu parles de libre et tu parles de privé et tu parlais de ça. Il y a beaucoup de questions sur, en ce moment, le fameux RGPD. Est-ce que si je prends Matomo, demain, je l'installe, alors soit en passant par la Innocraft, hein, parce que je peux le faire aussi en passant par là, est-ce que je suis tranquille par rapport à ça? Est-ce que je suis tranquille? Est-ce que je suis bien vu par la CNIL? Voilà, c'est la question que je me pose. Alors, moi, ce que je dis souvent à mes clients ou les personnes avec qui on est amené à discuter de RGPD, etc., c'est que le RGPD, de toute façon, il a été fait pour fournir une information claire, lisible, explicite de tous. Donc, ce qu'il faut imaginer après, derrière, c'est ce qu'on a le temps de lire ou pas. Mais tout se passe, en gros, sur le site de la CNIL. Après, l'autre point que je vois et qui fait surtout à chaque fois l'objet de beaucoup de discussions entre les différentes personnes sur Twitter et compagnie, c'est que beaucoup cherchent à interpréter du coup ce que met la CNIL ou cherchent à interpréter le RGPD, alors qu'en fait, de toute façon, l'autorité chef de file, c'est la CNIL. Donc si la CNIL le dit, faut suivre, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Et voilà. Donc parce qu'à un moment donné, excuse-moi, parce qu'à un moment donné, la CNIL avait dit Matomo, vous pouvez y aller, et je ne sais pas si c'est toujours d'actualité dans les pages web de la CNIL, mais il disait que Matomo était on va dire un outil RGPD full, et on était tranquille. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça, c'était, on va dire avant, il y a 2 mois, quelque chose comme ça. En fait, il y a eu plusieurs lois qui sont passées. La première qui a fait connaître, on va dire, Matomo, ou du moins Piwik, auprès du grand public, tout comme la solution Xity d'ailleurs de AT Internet.
c'était la loi sur les paquets télécoms qui justement donnait une exemption de consentement. Mais en fait, par rapport à cette exemption de consentement, on ne parlait pas réellement de sanctions vis-à-vis des personnes qui n'utilisaient pas des solutions qui n'étaient pas à l'époque compliant avec le paquet télécom. Donc voilà, donc il s'est passé une période durant laquelle on a commencé à faire connaître les produits de chez AT Internet et les produits de chez Piwik. Ensuite, il y a eu du coup le RGPD. Alors là, quand il y a eu cette partie de RGPD, ce qu'a fait la CNIL, c'est qu'ils ont commencé à changer un petit peu leur doc sur le site. Et là, ils se sont mis à un moment donné à parler ils ont toujours gardé le nom Piwik, ils n'avaient pas à l'époque changé pour Matomo, mais ils se sont mis à parler de solutions libres. Ça, je crois que c'était intéressant, puisque ça montrait bien que, il existe quelque chose enfin, un type de technologie qui permet d'ailleurs de pouvoir avoir la main intégrale sur le code, et à partir de là, qui permet de dire, en fait, comment à partir du moment où le logiciel il est libre, qu'il ait ou non la fonctionnalité, c'est-à-dire que techniquement, on peut quand même la coder pour que on soit en conformité. Et là, ils ont appliqué du coup, alors ce qui est un peu bizarre, ils ont appliqué du coup ce qu'ils appellent la e-privacy, mais sachant que le texte final de l'e-privacy n'a toujours pas été adopté. Donc, je pense qu'à mon avis, la CNIL récupère des informations et se prononce peut-être un petit peu trop tôt. Mais là, au 8 mars 2021, ils ont mis du coup en place ce qu'ils pensent que ce qui va venir. Et là, on a du coup les premières solutions qu'ils annoncent comme étant ce qu'on appelle exemptes de consentement avec l'application de la directive e-privacy. Donc RGPD, c'était tout système d'information au sens très large qui traite de la donnée personnelle. E-privacy, là, on est vraiment plus sur le texte qui va traiter des solutions publicitaires, solutions d'analyse d'audience, solutions pour les cookies, etc., etc. Et là, par rapport à ça, ils ont mis à disposition du coup un formulaire que les éditeurs de logiciels peuvent remplir pour dire, OK, nous, notre solution, vous pouvez être e-privacy compliant, ou du moins RGPD compliant, si vous la configurez de telle manière. Et en fait, il s'agit d'un dossier qui est à remplir. Ce dossier, d'ailleurs, est un peu particulier puisque c'est les éditeurs de logiciels, je crois, qui le rédigent. Et ensuite, la CNIL, je suis même pas sûr, en fait, qu'ils doivent ils doivent le lire forcément, mais je crois qu'ils ne vérifient pas l'exactitude technologique de est-ce que c'est applicable ou pas. Ah oui, d'accord. Et là, on voit qu'il y a déjà deux solutions qui sont passées. Donc, la suite Delta de AT Internet. Suite Delta de AT Internet, qui pour moi, c'est intéressant ce que fait AT Internet dans le sens où on va le voir dans le formulaire qui est proposé, qui dit en gros votre solution elle doit être comme ci, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça. Il n'y a rien qui dit que tu es obligé à ce que ta solution elle soit gratuite. Je veux dire, tu as bien le droit de faire une solution qui est payante. Et ensuite, je veux dire, à mon avis, ce que la CNIL devrait beaucoup plus s'allumer, c'est en effet tout à fait Google Analytics. C'est de se dire, OK, tu n'as pas le droit de fournir une solution qui est gratuite si derrière c'est pour farcer les gens. Mais enfumer l'utilisateur, enfumer les clients tes utilisateurs. C'est plus ça, à mon avis, qui pose problème. À mon avis, ça poserait moins de problème s'il mettait Google Analytics en mode payant. Et je dis ça, pareil, à mon avis, pour Gmail, etc. En fait, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'ambiguïté si c'était... mais de toute façon, il y a une version Google Analytics payante. Peu de gens le savent, le grand public ne le sait pas, mais il faut savoir qu'il y a une version payante de Google Analytics qui existe quand on dépasse des millions de sessions par mois. Qui existe, Après, je pense qu'il devrait le rendre payant pour tout le monde, dans le sens où c'est de là que naît en fait l'ambiguïté. On ne devrait pas fournir un truc gratuit, puisque quand c'est gratuit, c'est que tu as du coût d'hébergement, donc forcément, il y a des dépenses, et ces dépenses-là, il faut bien un jour arriver à les amortir. Donc, ils sont obligés, Google, de toute façon, de trouver un business model pour amortir du coup. Bien sûr. Et ça leur servait aussi avec AdWords pour faire aussi du remarketing et de tout interconnecter. Ça leur servait aussi. Faut pas rêver. Google Analytics leur a servi pour faire aussi des cookies de traçage publicitaire. Ça, c'est clair et net. Donc là, aujourd'hui, Matomo, pour toi, est peut-être pas dedans, mais en fait, on est RGPD full, en fait. Alors, moi, je dirais que pour le moment, avec Matomo, on n'y est pas encore. Pour le bon essence, à ce jour, sous réserve d'en faire un usage strictement d'administration des sites web, sont identifiés comme pour rentrer dans le périmètre de l'exemption du requête les solutions suivantes. Donc, pour moi, à partir du moment où Matomo ne fait pas partie de cette liste-là, on n'y est pas. Le formulaire a été envoyé, puisqu'il s'agit d'un formulaire que je vais présenter d'ici quelques secondes. Il a été envoyé il y a une dizaine de jours. Et Mathieu m'a dit qu'il y avait justement 2 dossiers qui étaient avant le sien. Donc, je pense qu'à mon avis, cette liste-là de 2 solutions va bientôt arriver à 5 avec Matomo à l'intérieur. Il faut aussi laisser le temps à la CNIL
de découvrir ces solutions. Typiquement, Smart Profile, là, Oui. une solution apparemment Je connais même pas, j'en ai jamais écouté parler. J'en entendais pas parler. Je veux dire, donc pour moi, voilà, faut aussi, il y a plein de solutions qu'on connaît pas. Alors, oui. J'ai plutôt présenté ce formulaire qui pour moi est intéressant parce que si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur du formulaire, on comprend d'ailleurs qu'est-ce qu'il faut pour être exempt de consentement. Donc en fait, il s'écrit là. Ouais. C'est ce que doivent remplir les éditeurs de logiciels, programme d'évaluation de solutions exemptées de consentement. Et là, tu as la liste. Donc, tu as 9 points, c'est assez simple. Hein. Est-ce que ta solution le fait? C'est binaire. Si elle le fait pas, bah, t'es fichu, quoi. Bon, le premier, il est génial. Le premier, c'est vraiment pour moi ce qui est clair et net. Désactivation de tout traitement de données pour votre compte. Donc là, il faut imaginer votre, c'est l'éditeur du logiciel. Le cas échéant, et ce, indépendamment de la finalité poursuivie. Donc là, pour moi, ça veut dire Google Analytics, tu le sors d'emblée de jeu. Tu peux pas, selon moi, si tu es Google, rentrer à l'intérieur. Pour moi, ici, AT Internet, il rentre dedans avec une solution qui est payante. Parce qu'on revient au point sur, je sais pas, je suis pas dans la tête de AT Internet, mais à mon avis, tu peux pas mettre un City à disposition gratuitement qui va te coûter de l'argent de coût d'hébergement si derrière, c'est pas pour en faire de la data comme il me semble que historiquement, il le faisait avec des parts de marché où il t'explique, OK, tac, tac, voilà comment est. Ça, pour moi, t'as pas le droit de le... Désactivation de toute création de cohorte d'utilisateurs. Donc, pour information, ça, là, Matomo l'ont jamais fait. En fait, ils ont qu'un seul pisteur et encore, ils s'en servent même pas, qui est lié simplement à un widget de flux RSS qui est sur le tableau de bord, qui permet en gros de savoir non pas les installations, mais les instances qui utilisent du coup du Matomo. Donc, en gros, en termes de pisteur, j'ai envie de dire, ils ont rien. Ils ont rien du tout. Tu installes Matomo sur ton propre serveur, ils peuvent même pas le savoir. Ils peuvent juste savoir le nom de l'instance, c'est tout ce qu'ils peuvent savoir. Et encore, si tu désactives le widget d'entrée de jeu, et je suis même pas sûr qu'il est soit encore. Désactivation de toute création de cohorte d'utilisateurs pour leur présenter des contenus différenciés. Une telle cohorte se définit de manière. En gros, la notion de cohorte déjà chez Matomo, je veux dire, c'est un plugin qui est payant. Donc de base, de toute façon, tu peux pas l'avoir. Quand on dit payant chez Matomo, c'est finalement 200 € la nuit. Donc c'est déjà un pas de porte qui est assez laid. Ouais, ok. Le troisième point est aussi super intéressant, c'est limite de la collecte d'informations de localisation des villes. Là, c'est intéressant parce que chez Matomo, souvent, on va se poser la question de savoir est-ce que vraiment j'ai le droit de descendre au niveau de la ville. La réponse c'est oui ici pour la CNIL. Et ici, il parle du dernier octet des adresses IP. Donc, ce qui est plutôt intéressant parce que généralement, par défaut, Matomo, il est aux 2 derniers octets. Donc, c'est là où tu dis, bah, en fait, faut imaginer aussi que Matomo, c'est pas un produit pour la France, quoi. C'est un produit pour le monde. Donc, faut imaginer qu'en France, on peut avoir ce niveau d'exigence à un octet, mais tu as d'autres pays qui peuvent, eux, être à 2 octets, ou même qui peuvent dire l'adresse IP, je veux même pas en entendre parler. D'accord. Donc, faut imaginer que Matomo doit être en mesure de pouvoir s'adapter à toutes les exigences, et ça le rend d'ailleurs probablement encore plus compliant que tous les autres outils. Désactivation de toute fonction d'import de données externes. Là, en fait, dans Matomo, pour croiser. Là, c'est pour croiser, en fait. Ouais. De toute façon, des données d'import, c'est toi qui le décides. D'accord. C'est toi qui appuies sur le bouton pour d'ailleurs autoriser les imports. Je pense notamment à l'import de la Search Console. Désactivation des exports de données contenant des identifiants uniques ou des données non agrégées. Les exports agrégés anonymes restent possibles. En fait, par défaut, dans Matomo, tu n'as pas d'identifiant unique, à moins que tu viennes justement les mettre à l'intérieur du système. Après, bon, faut aussi entendre ce qu'on appelle par identifiant unique, puisqu'on a aussi ce qu'on appelle les footprints dans Matomo, mais les footprints sont moins fiables que des cookies, à un biais de 20-30%. Limitation du dépôt à un traceur ou une application mobile, ou bien un ensemble de données clairement identifié par l'utilisateur comme étant lié à un site web. En gros, c'est je vais sur frédéricplisson.fr et si ensuite je vais sur ronanchardonneau.fr, j'ai pas le droit de m'amuser à traquer l'utilisateur sur ces 2 sites, même si j'en suis propriétaire, parce qu'il est difficile de voir une relation entre les deux. Ouais, un grand classique, ça aussi. Ça, c'est un truc que tu décides de son côté Matomo. Désactivation de la capacité à visualiser la navigation d'un outil unique de l'outil, accès uniquement à des rapports comportant des statistiques agrégées. Alors, celui-ci, il est assez redoutable, il n'existait pas avant. En gros, ça veut dire que ce qu'on appelle chez Matomo le journal des visites exit. Tu n'as pas le droit de... En gros, ça veut dire ça, c'est tu vas ici, tac. Donc là, on est sur un Matomo plutôt classique, je vous invite à y aller, un démo.matomo. Ouais, c'est sympa, ça, démo, donc démo.matomo.cloud, c'est ça. .cloud, ouais. Ok. Ça, voilà, ça c'est ce qu'on appelle de la donnée
non agrégé. Hein. Là, tu es au niveau de l'utilisateur. Donc, il va de soi qu'en termes de privacy, tu vois, si tu sais qu'une personne, elle est visitée telle page, qu'en plus, elle t'a téléphoné, ben, en fait, tu pourrais savoir que c'est telle personne. Tu Ok. vois, donc ça, c'est interdit. Donc Ouais. maintenant, tu as une fonctionnalité dans Matomo pour justement ne plus mettre à disposition ce rapport. Et pour l'exemple, c'est sympa aussi de voir les provenances géographiques qui est toujours sur une ville. Et en fait, si je me trompe pas, hein, si tu fais provenance géographique, je crois que Yes. si je me trompe pas, tu as des fois, t'as que des villes ou quasiment inconnues où en fait c'est le localisé sur un endroit. Par exemple, moi c'est tout le temps l'Orient, je sais pas pourquoi. Ouais. Alors ça, après, c'est aussi une notion chez Matomo de base de données, parce qu'en fait, tu peux acheter en fait des bases de données qui vont avoir la base de données en l'occurrence que tu peux acheter, c'est toujours la même, c'est le de MaxMind. Et en fait, elle peut te donner plus de précision ou alors vis-à-vis des critères de privacy, tu peux dire ok, je souhaite travailler que sur une partie de l'adresse IP. Et d'ailleurs, Ouais. ça va tout fausser. Mais en général, tu sais pas, parce que moi, bon, j'ai essayé de faire au maximum côté RGPD, et en fait, on voit pas. On voit pas du tout avec le côté géographique, on le voit pas. Bah, pour collecter de la donnée personnelle, faut y aller. En gros, faut vraiment l'avoir voulu. Alors, un, faut que l'utilisateur te la donne, et deux, faut mettre en place le mécanisme de collecte de données pour Matomo qui va permettre Donc là, de c'est collecter. pareil, des activations de tout marquage permettant de récupérer des informations personnelles. Voilà, parle bien de formulaire, évidemment. Voilà. Et existence d'un outil de fonctionnalité d'opposition au cookie, donc qui a toujours été là, qui est l'opt-out, utilisable sur tout navigateur. Donc en gros, ça veut dire même pas une page de confidentialité de données où tu dois expliquer à l'utilisateur de se débrouiller par lui-même pour arriver à aller dans chacun des navigateurs. Voilà comment on doit. Non, c'est tu me donnes le truc pour être exempté et on s'arrête là. On a une problématique Analytics et Matomo. On peut te contacter aussi. Conférence, tout ça, etc. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. Et puis, écoute, plein de bonnes choses pour Matomo. Alors, et vivement le fameux Matomo Camp. Matomo Camp. Ça roule. Merci Fred pour l'invitation. Merci. Bon après-midi. Salut, ciao.